Excusez, ça tombe mal aujourd'hui, j'ai une extinction de bois, donc je vais me servir abondamment du micro, parce que d'habitude je redoute beaucoup, mais là je suis un peu obligé. Et puis on va en plus faire face à une image, j'ai l'impression très capricieuse. Et voilà, bon, on est en train de dédoubler les choses, de les rendre transparentes. Bien, je vais essayer effectivement de parler un peu des activités artistiques, et plus précisément évidemment des arts plastiques, puisque c'est mon domaine, je serais moins compétent et dans la musique, le théâtre ou plein d'autres domaines, l'écriture notamment. Et je commençais avec une œuvre de Bob Verschuren. Ça me faisait rire de commencer avec un artiste belge, voilà, c'est juste pour l'anecdote. Et je veux juste expliquer le titre, parce que évidemment c'est une conférence qui va tenter de dire un tout petit peu les enjeux de l'art d'aujourd'hui, mais ils sont tellement nombreux que je ne vais pas avoir le temps, en vrai, de les aborder, et je vais juste effleurer quelques domaines, parce que chaque spécialité en art plastique demanderait un développement bien plus grand. Et du coup, j'ai appelé ça l'art et aujourd'hui, et pas l'art d'aujourd'hui, parce que sinon je ne me sentais pas de taille du tout à vous raconter peut-être les activités d'aujourd'hui. Même si, évidemment, en tant qu'enseignant, je suis au contact des étudiants et que c'est aussi un bonheur de pouvoir, à un moment donné, voir l'évolution des pratiques artistiques et puis l'évolution aussi de notre jeunesse. Avec parfois son lot d'ailleurs d'incompréhension, mais j'y reviendrai peut-être. Alors, je vais essayer de passer à une deuxième image pour voir si... Non, c'est pas mieux, hein. C'est pas très professionnel. Bah, pourtant, je vais stabiliser. Là, ça va quand même être compliqué. Je m'excuse, je vais juste essayer d'appuyer sur H. Voilà, alors je voulais revenir sur quelques gestes un peu historiques, puisque l'invention de la photographie, comme vous pouvez le constater, a 2 siècles. Hein, c'est la première photo. On considère que cette photographie de Nicéphore Niepce est la première de l'histoire de la photographie. Elle date de 1826, donc ça fera bientôt 2 siècles que la photographie existe. Et si je montre ce travail, c'est tout simplement que la photographie a considérablement modifié, je crois, les objectifs de l'art. C'est-à-dire que, évidemment, pas en 1826, mais dès les années 1860, en fait, la photographie est en capacité, par exemple, de faire le portrait d'à peu près n'importe qui. Et évidemment, les peintres vivaient en partie du fait de faire des portraits, des commandes. Et là, les peintres vont perdre très vite la bataille face à la photographie pour 3 raisons assez évidentes. Le temps de pose est beaucoup moins long, même s'il est long par rapport à aujourd'hui. Deuxièmement, le résultat est beaucoup plus assuré qu'avec un peintre. Ça dépend du peintre à qui on fait appel. Et puis troisièmement, évidemment, c'est aussi beaucoup moins cher. Du coup, évidemment, la photographie va tout de suite conquérir un territoire, même si, en fait, il faudra attendre 1923 pour avoir le premier enseignant de photographie dans une école d'art. C'est à l'école du Bauhaus, et c'est le photographe Laszlo Moholy-Nagy. Voilà. Donc c'est un photographe qui va révolutionner avec Man Ray, notamment, c'est un petit peu pénible, c'est photo. Ils vont révolutionner la photographie. Alors là, je vais vous montrer des photographies beaucoup plus récentes, tout simplement pour continuer de dire que la photographie, c'est une conquête à un moment donné d'une image qui paraît réaliste, même si très vite, en fait, la photographie a été arrangée, en quelque sorte. Dans les années 1860, pendant la guerre de sécession, il y a un grand photographe américain qui s'appelle Timothy O'Sullivan, qui avait épousé la cause des nordistes, hein, et il couvrait en quelque sorte les combats, et il n'hésitait pas, avec quelques soldats, à bouger les soldats sur le champ de bataille pour avoir une photo plus efficace, voilà, par rapport à son propos.
Donc ça veut dire que en fait, la photographie, même si elle a ce statut un peu de peut-être de quelque chose qui donne un certain réalisme, on peut l'arranger par des effets de masquage ensuite, on peut aujourd'hui l'arranger numériquement, en fait, elle a très rapidement subi en fait des arrangements un peu comme les peintres, c'est-à-dire que Timothy O'Sullivan, en bougeant ses soldats, ben, ma foi, il composait son image, il faisait sa peinture, sauf qu'il allait ensuite capturer les choses. Je vous montre une deuxième série de photos de Sugimoto. Si je vous montre celle-ci, c'est tout simplement parce qu'à un moment, Sugimoto, qui est un artiste d'origine japonaise, décide de photographier pendant plusieurs années, c'est un projet à long terme, depuis les années 78 jusqu'à aujourd'hui, il continue à en faire plus sporadiquement, mais il a décidé de prendre des écrans blancs. Et en fait, on se dit à un moment donné, mais pourquoi, avec la photographie, aller chercher quelque chose où finalement, dans l'image, il se passe presque rien. L'écran blanc, ça renvoie au monochrome, ça renvoie à plein d'autres choses. Alors on voit qu'en fait, l'écran, c'est quelque chose là qui est une sorte de lévitation lumineuse dans un décor, et en fait, ça éclaire petit à petit tout le décor. Et nos yeux, en s'habituant, même avec une image qui saute, en s'habituant peu à peu à l'image qui est autour, eh bien, finalement, on devient très sensible au décor de ces salles qu'il a photographiées. Donc, il y a un enjeu qui est tout autre que celui simplement de raconter un fait avec une photographie. On parle souvent de la photographie de reportage, qui est évidemment une chose très importante, mais la photographie, chez les artistes, c'est plutôt une photographie arrangée, montée, prévue. Il y a tout un protocole pour arriver à ses fins. Et là, c'est un petit peu le cas, il demande à ce qu'on éclaire évidemment l'écran, parfois il va produire des éclairages surpuissants, et puis surtout il va plonger dans la pénombre, le reste de la salle. Du coup, évidemment, ça donne des photographies qui sont un peu différentes. Une autre photographie, toujours très récente, c'est dommage qu'on la voit comme ça. Je vais essayer, je vais tenter quelque chose. Non, décidément. C'est une photographie d'une forêt. C'est une série, en fait, de photographies qui sont verticales et qui créent une suite, on va peut-être avoir la chance de l'avoir bientôt, et qui créent une suite forestière, en quelque sorte. Et non, toujours pas. Ça va être un peu dur ce soir. On va jouer à cache-cache, là. Est-ce qu'on... Je sais pas d'où ça. Non, c'est pas grave. On peut pas faire à chaque fois le petit bouton HDMI 1 et 2, ça va être pénible. Bon. Bref, et ce sont là des photographies qui sont très récentes, mais qui sont en noir et blanc. Et là aussi, c'était un choix de ma part, évidemment, de montrer que la photographie, certes, a conquis la couleur au XXe siècle, mais qu'il y a encore beaucoup d'artistes, photographes qui travaillent en noir et blanc, parce que c'est une qualité de l'image un peu spécifique, qui va jouer, vous le voyez, davantage sur les rythmes. Il y a une sorte de musicalité dans cette œuvre d'art, là, il y a dans ces photographies, qui à la fois restitue le paysage tel qu'il est, mais avec son découpage spécifique, avec les choix qu'il fait de prendre des troncs sombres au premier plan, et puis d'avoir toujours un peu des lointains brumeux, évidemment, ça va donner à l'image une chose qu'il a choisie et qui va jouer, je le répète, sur ses rythmes. Alors, je ne bouge pas la photographie couleur, je vous en montre une là. Et en plus, vous la voyez, vous avez beaucoup de chance. C'est une photographie de nuit. J'ai choisi une photographie de nuit là, simplement pour dire que, en fait, la photographie, c'est en fait une écriture de la lumière. C'est le terme qu'on pourrait donner. Voilà, la photo, c'est la sensibilité à la lumière et la graphie, le dessin. Et évidemment, faire des choix de photographier la nuit, tous les chats sont gris, il y a peu de lumière, il y a donc une sorte de non-sens, et pour autant, aujourd'hui, les capacités photographiques sont vraiment démultipliées, et on a l'occasion de faire des photographies qui sont absolument sensationnelles, où vous avez à la fois un paysage terrestre qui existe,
même s'il est un peu marécageux pour le coup, et puis une espèce de voie lactée qui s'active au-dessus. Et donc, dans cette proposition, hein, Thierry Cohen a fait toute une série que je vous invite à aller voir sur Internet avec une image moins capricieuse. Eh bien, vous verrez que, en fait, il y a des artistes qui ont cherché à photographier à un moment une lumière très spécifique qui est la lumière de la nuit, ce qui est en soi presque un non-sens de la photographie. Mais les non-sens, pardon, on connaît. Soulage vient de mourir, hein, il n'y a pas très longtemps, et il a réussi à faire briller l'éclat de la lumière du noir, alors que, en théorie, c'est quelque chose qui est totalement absorbant. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai longtemps présenté cette peinture. Un autre fait marquant dans l'art, c'est l'apparition de la peinture abstraite. C'est grâce à la photographie. La photographie, donc, petit à petit, libère les artistes de cette façon de reproduire fidèlement quelque chose, et donc ça va conduire à la peinture abstraite. J'ai longtemps présenté cette peinture de Vassili Kandinsky, une aquarelle de 1910, comme étant la première peinture abstraite. Bien, c'est encore le cas dans beaucoup d'ouvrages, hein, et ça va être peut-être peu à peu corrigé, puisque vous avez par exemple une artiste, qui va bientôt apparaître, voilà, Hilma af Klint, à ne pas confondre avec Gustave, et c'est sans le M, mais avec un N, qui fait ce type de peinture, qui sont pour le coup rigoureusement abstraites, même si s'en dégage une sorte de thème floral, malgré tout, eh bien, elle date de 1907. Et là, ça me permet quand même de dire une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, en tous les cas dans les écoles d'art, c'est extrêmement important. Il y a vraiment un regard qui est porté de plus en plus attentif, en fait, à l'histoire oubliée des femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire oubliée des femmes. Et donc, sur ces regards rétrospectifs, essayer de faire naître, à un moment donné, des choses qui ont existé, qui ont été des gestes. Il faut quand même se dire que cette jeune femme, qui est d'origine suédoise, fait ses peintures dans une solitude. Quand je dis une solitude, c'est qu'elle ne fait pas partie des grands courants européens au début du XXe siècle, et que, en fait, ce sera repéré que quelques décennies après. Et c'est aussi à cette lecture un peu forcée, où il s'agit de dire, mais il faut rééquilibrer les choses entre les femmes et les hommes, etc. C'est aussi, ça peut être une volonté politique. Eh bien, à un moment donné, ça va sans doute donner un nouvel éclairage à l'histoire de l'art. Peut-être, je ne sais pas. Hein. En tous les cas, c'est pour nous un enjeu qui devient majeur. Voilà. Essayer de dire qu'à un moment donné, cette histoire un peu écrasée a quand même des reliefs, et que petit à petit on pourra faire émerger un certain nombre de choses. Voilà. Ça, c'est juste vraiment pour dire que peut-être le père de l'abstraction était une mère. Ici, précisément, c'est une peinture de Joan Mitchell, qui est une peintre américaine qui a vécu longtemps en France et qui fait une peinture par certains aspects qui ressemblent à la fois à Monet, à la fois à Pollock, à la fois, en tous les cas, c'est une peinture gestuelle, très volontairement gestuelle. Et là, c'est sans titre, mais en général, ça a des titres de jardin, des motifs floraux, des choses comme ça. Évidemment, quand on voit la peinture sans le titre, on a affaire à de la peinture. Et puis, avec le titre, parfois, les choses vont être modifiées. Et en fait, ça, c'est un des aspects de l'art encore aujourd'hui, c'est qu'évidemment, le titre est une façon de lire l'œuvre d'art. Hein, c'est une première façon de lire l'œuvre d'art. Ici, c'est un sans titre. Autre geste très marquant au début du XXe siècle, c'est évidemment le geste de Marcel Duchamp avec ses ready-made. Pourquoi c'est très marquant? Tout simplement parce que tout d'un coup, le quotidien rentre dans l'art, en fait, et l'art peut surgir de partout. Méfiez-vous demain matin en allant aux toilettes, l'art pourrait surgir, ou dans la salle de bain, un lavabo, on n'est jamais à l'abri d'un lavabo qui se montre sous ses traits les plus esthétiques. Et en fait, ici, évidemment, on pourrait discuter pendant des dizaines d'heures sur est-ce que c'est une œuvre d'art, est-ce que c'est pas une œuvre d'art, quel est le geste, etc.
Il se trouve que, pour ce soir, je vais vous demander d'admettre que ce geste, s'il n'appartient pas pour vous à une activité artistique, contribue en tous les cas à très largement modifier le cap des artistes pour le XXe siècle. Voilà, ça c'est évident, en ce sens que tout d'un coup, les artistes ont pu revisiter un petit peu les objets du quotidien. Je pense à une œuvre de Meret Oppenheim, qui était une artiste et qui était aussi un modèle parfois, et qui a fait notamment ce qu'elle a appelé son petit déjeuner en fourrure, et qui est une sous-tasse avec une tasse recouverte de fourrure. Et voilà, c'est un geste très surréaliste hein, pour le coup, mais c'est quelque chose qui, en fait, donne à voir l'art différemment. Tout d'un coup, encore une fois, avec ce que vous avez dans vos placards, pour peu qu'il y ait une sorte de pas de côté, que vous engagiez quelque chose d'un peu volontaire, il se pourrait très bien que puisse surgir un certain nombre de choses. Des artistes s'en sont emparés, pas des moindres. Ici, Andy Warhol, le pape du pop art, avec ici sa fameuse série de Soup Campbell. Ben, c'est sûr que quand vous arrivez au MoMA à New York et que vous avez une salle entière recouverte de peinture et de sérigraphie de soupe de boîte Campbell, en fait, il ne reste plus qu'une chose, c'est le caddie pour pouvoir mettre ses soupes et passer à la caisse. Et là, évidemment, en faisant intervenir les objets du quotidien dans l'art, il y a aussi une marchandisation qui a été encore plus forte, peut-être, qui a donné un éclairage nouveau aux activités artistiques. En sachant en plus que, par exemple, dans le cas d'Andy Warhol, le fait d'opérer avec de la sérigraphie, qui est un moyen technique d'imprimer des images, il casse l'idée, la sacro-sainte idée qu'une œuvre est unique, voilà, et qu'elle est faite à la main. Et du coup, évidemment, ça engage là encore l'activité artistique sur une nouvelle voie, et on peut très bien, à la manière de Marcel Duchamp, aller acheter un objet au supermarché, le mettre dans une situation un peu bizarre et affirmer que c'est une œuvre d'art, et on peut aussi reproduire mécaniquement une image et affirmer à un moment donné que ce geste aussi est un geste artistique. Ce qui m'intéresse encore une fois ce soir, c'est vraiment de repérer ces choses-là. Alors, au porte-bouteille de Marcel Duchamp, Tommy Cragg, un artiste anglais, répond par un vélo. N'oubliez pas qu'il avait fait aussi la roue bicyclette sur un tabouret, donc là, il conjugue plusieurs œuvres de Marcel Duchamp. Il fait un vélo porte-bouteille ou cette forme qu'il a appelée Spirogyra, et qui est une forme un peu hélicoïdale, comme ça, avec des bouteilles de verre dépolies. On est en partie dans l'art, dans une forme d'art abstrait, hein, un petit peu. C'est bien sûr concret, c'est des bouteilles, c'est du métal, c'est un vélo, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais on voit bien aussi que l'acte artistique est un petit peu différent, notamment pour Spirogyra, où là, évidemment, il n'y a plus l'objet vélo qui est très référencé, qui fait partie de notre bibliothèque de forme, et du coup qui devient autre chose. Merci beaucoup. Ici, des œuvres de Anish Kapoor, qui est un artiste anglais d'origine indienne. Et là, ce qui m'intéresse, c'est un peu l'immatérialité de l'art. L'immatérialité au sens où Anish Kapoor, ici, crée une simèse. Il va creuser cette simèse avec un arrondi qui est imperturbable, en quelque sorte, et il va le recouvrir de cette poudre jaune, de ce pigment jaune, hein, aggloméré avec un peu d'essence et de peinture, pour que ça colle, mais c'est du pigment. Et tout d'un coup, on sent ce cercle au centre, qui est en fait un creux dans le mur, hein, puisqu'il a construit une simèse, il a aussi fait un travail où il a creusé dans le mur. Et en fait, nos sens, notre sensation, est très largement modifiée devant cette œuvre. On est absolument subjugué par la couleur, la présence de la couleur, le pigment. Hein, il a fait des choses avec le pigment bleu qui sont absolument époustouflantes. Et puis, on est aussi interrogé, en fait, dans notre regard, dans notre perception. On sent qu'il y a quelque chose, on ne peut pas toucher, vous voyez, c'est assez grand. On sent cette chose sans qu'elle existe vraiment. Et ça, c'est la grande force de l'art d'Anish Kapoor, que de faire quelque chose avec des matériaux, d'être très proche des matériaux, et à la fois de donner une sorte comme ça de sentiment d'immatérialité. Et là, il y a une puissance
peut-être toute indienne, qui est très forte. Voilà une autre œuvre qu'il a réalisée pour Chicago en 2004. Et c'est une œuvre, là, ce qui est intéressant, c'est au-delà de la sculpture dont je vais parler, c'est que c'est déjà dans l'espace public. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, un petit peu à l'image des sculptures de 1914 pour tous nos poilus tombés au combat, là, tout d'un coup, il y a une œuvre qui se donne à voir de façon permanente, par tous les temps, sous quasiment n'importe quelle condition. Quand je dis sous n'importe quelle condition, globalement, si vous vous rendez à Chicago, déjà, vous faites le voyage pour aller voir cette chose-là, qui est très incroyable, en fait. Hein, vous pouvez passer dessous, vous le voyez, cette forme de sorte de haricot qu'il appelle le nuage, eh bien, déforme totalement aussi l'espace qui est autour. Il y a évidemment ceux qui habitent autour, il y a des immeubles autour de cette place, alors eux peuvent en profiter plus quotidiennement, mais il y a cette idée qu'en fait, l'œuvre d'art est à la fois extrêmement présente par sa position au milieu, et à la fois, en fait, elle est à tout le monde, et certains la voient comme un truc que je dis, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait, la ville de Chicago, là? Ils ont mis, t'as vu, ils ont fait faire aux techniciens de la ville un miroir, etc. Enfin bref, il y a tout ce jeu dans l'espace public où l'œuvre peut ne pas être vue. Et ça, c'est intéressant, ou en tous les cas, elle peut être vue comme quelque chose d'autre qu'un simple geste artistique. Et là, évidemment, c'est toujours très jouissif pour les artistes de réaliser ce type de rencontre, parce qu'à un moment donné, ça dépasse très largement l'institution muséale, ça dépasse très largement les galeries. En fait, ce petit microcosme de gens spécialisés qui voudraient parler entre eux, à un moment donné, c'est une œuvre qui se donne à voir à tout le monde. Et chacun s'en empare comme il veut, même par le jeu. Hein, évidemment, tout le monde fait plein de photos, là, en se déformant. Enfin, il y a quelque chose de très joueur dans cette œuvre-là aussi. Et puis, il est capable de faire des choses très immatérielles, voilà, comme cette œuvre qu'il avait réalisée en 2011 à la Biennale de Venise, avec cette espèce de courant de fumée, comme ça, ça s'appelait Ascension, et évidemment, c'est dans la nef centrale de San Giorgio la Maggiore à Venise, hein, voilà, c'est la grande église qu'on voit souvent en face, quand on est sur la place des Doges, par exemple. Et évidemment, là, tout d'un coup, l'œuvre d'art, en fait, chacun la voit différemment. D'abord, chacun l'éprouve comme il le souhaite. C'est une œuvre qui a un mécanisme et qui se donne à voir jamais tout à fait de la même façon. Et pour autant, l'abord est le même, c'est-à-dire je rentre dans un lieu qui est un lieu de culte, et tout d'un coup, j'ai cette espèce de colonne de fumée, comme ça, qui est aspirée par le dôme de l'église de San Giorgio la Maggiore, qui est quand même quelque chose d'assez formidable. Et donc là, on retombe aussi sur le regard des artistes qui réinterprètent le patrimoine, se l'approprient et en donnent une nouvelle lecture. Ou alors, dans un bâtiment plus industriel, puisque là c'est à la Turbine Hall de la Tate moderne de Londres, en fait, chaque année, un artiste vient occuper cette espèce de grand lieu qui est le hall d'accueil de la Tate moderne. Alors c'est immense, hein, c'est plusieurs mètres carrés, mais là on ne peut même plus parler en mètres carrés, tellement c'est haut, en mètres cubes, c'est extrêmement important. Et Olafur Eliasson avait proposé cette espèce de grand soleil lumineux, et c'était tout à fait renversant parce qu'au plafond, vous aviez un miroir, donc on voyait les gens comme des petites fourmis qui se baladaient, vous voyez là sur l'image, et du coup il y avait quelque chose de tout à fait renversant parce que évidemment le soleil lui-même se reflétait, enfin il y avait un truc comme ça, où à un moment donné, un petit peu à l'image d'Anish Kapoor, c'est une sculpture qui n'a pas d'existence matérielle. Elle a un procédé, elle a techniquement d'ailleurs une chose assez complexe à mettre en place, mais vous êtes juste pris d'une émotion. Vous ne pouvez pas dire « Ah tiens, cet objet d'art là est magnifique, je vais en faire un tour ». Non, en fait, c'est ce qu'on appelle une installation. Vous êtes partie prenante de cette installation, et c'est quelque chose, bon, à part avoir un grand hall chez vous, je ne vois pas comment vous pourriez installer cette chose-là. Et du coup, on est aussi sur des œuvres, là, que je vous montre maintenant,
qui sont des œuvres en fait où l'appropriation matérielle, se dire je voudrais acheter telle chose ou telle chose, n'a plus cours. D'abord, souvent les œuvres sont gigantesques dans l'espace public. Regardez par exemple ici ces œuvres de Richard Serra, qui est un sculpteur américain, qui met ces grandes plaques de métal en acier, qu'il fait faire en Allemagne, dans les aciéries allemandes. Et par exemple, à droite, vous avez la série de pièces qui s'appelle Matter of Time, qui est une série de sculptures que vous pouvez voir au Guggenheim de Bilbao. Eh bien, 3 d'entre elles ont été installées avant que le musée soit construit, parce qu'on savait qu'après on ne pouvait pas les rentrer à l'intérieur. Donc en fait, c'est un écrin pour les sculptures de Richard Serra. Et là, en fait, on retourne la chose. C'est-à-dire que le musée n'est plus seulement le lieu où, à un moment, le musée reçoit des œuvres d'art, mais en fait, il est conçu autour des œuvres d'art. Et on peut aussi se poser la question du geste de Gehry, quand il dessine le Guggenheim de Bilbao. À un moment donné, tout le monde le perçoit, d'extérieur en tous les cas, comme un projet sculptural en soi. Donc l'architecture aussi n'échappe pas à toutes ces questions. J'ai parlé de la photographie, là je viens de parler de la sculpture, je peux parler un tout petit peu de la vidéo, parce que quand même c'est la suite de la photographie, et aujourd'hui beaucoup d'artistes travaillent la vidéo, à mon avis trop, et puis deuxièmement, se pose pour moi une question tout le temps sur les vidéos, c'est que quand elles sont courtes, vous avez encore à peu près le temps de les regarder, lorsqu'elles sont longues, en fait, le lieu muséal est toujours un lieu qui pose question. On ne peut pas s'asseoir totalement, parfois on s'allonge s'il y a de la moquette, mais enfin, on n'est jamais bien installé pour regarder une vidéo longue. Et en fait, ça pose quand même la question aussi de qu'est-ce que sont ces œuvres dans leur perception. Est-ce que si j'en regarde que 10 minutes, 10 minutes c'est long, hein. En fait, déjà, la plupart vont rester 2 à 3 minutes, puis après ils vont aller voir ailleurs. En fait, comment on peut rencontrer ces œuvres d'art? Et là, il y a une question qui est, pour moi, pour l'instant, un peu non élucidée. Ici, je vous montre un artiste que j'admire énormément, qui est un artiste américain qui s'appelle Bill Viola, et qui fait des vidéos absolument sublimes, esthétiquement, par le son aussi. Ce sont des installations vidéo. Et là, en fait, c'est normalement un double écran, il peut se faire face. Et vous avez d'un côté quelqu'un qui va arriver en marchant tout doucement, on le voit d'abord tout petit, de l'autre côté pareil, puis quand ils vont se stabiliser, l'un va prendre feu et l'autre, et donc disparaître derrière les flammes, et l'autre va disparaître sous l'eau, sous un jet d'eau qui devient de plus en plus puissant, jusqu'à disparaître. Donc là, évidemment, on est sur des images quasi subliminales. Bill Viola, c'est quelqu'un qui fait beaucoup référence à la peinture de Giotto, par exemple, et à la peinture chrétienne en général. Donc c'est quelqu'un qui a un regard très contemporain par les moyens, par les outils employés, mais qui a un regard sur plutôt des choses qui sont constantes, sur l'idée presque de l'art religieux. Et puis là, je vous montre quelques images d'une vidéo qui, alors je vous souhaite un jour de tomber dessus, elle est absolument somptueuse. C'est une vidéo qui dure 24 heures. Voilà. Et donc elle est en boucle. Et quelle que soit l'heure à laquelle vous rentrez, en fait, le film est à l'heure à laquelle vous rentrez. Voilà, puisque c'est un film qui fait 24 heures. Et en fait, c'est des extraits de films piochés dans toute la cinématographie, où en fait apparaissent à chaque fois les horaires, et Christian Marclay a mis ça dans l'ordre de la journée. Donc en fait, c'est des vidéos, alors, on ne peut jamais vérifier si elles sont projetées 24 heures, mais si le musée ouvre à 9h, il faut que le film soit calé à 9h du matin, et lorsque vous rentrez, eh ben, si vous regardez une partie du film, en fait, ça va vous donner le temps que vous regardez ce film, puisque vous serez évidemment concomitant à cette chose-là. Et donc là, il y a une relation qui est tout à fait étonnante dans ce film, qui est une relation d'abord à des images qu'on peut repérer, qu'on a vues dans d'autres films, qui sont sorties de leur contexte. Il n'y a pas de narration, il y a juste cette magie de constater qu'à un moment donné, tout est raccord. Et que là, on se regarde tous, on regarde tous sa montre, son téléphone, enfin voilà, on vérifie tous la justesse du film. Et vous pouvez le vérifier tant que vous voulez, il a fait son travail très correctement. Et à un moment donné, en fait, on est à la croisée d'une expérience du temps, une expérience sensorielle, une expérience aussi de notre propre cinémathèque, c'est-à-dire qu'on reconnaît, encore une fois, quelques images de films qui, certains sont très connus, d'autres moins, mais il a arrivé à
comme ça, tirer toute la journée, 24 heures, de films pour faire en sorte que quand on arrive, on soit à l'heure dite. C'est un travail assez étonnant et qui parle bien là de peut-être ce qu'est la vidéo par rapport à un film. Un film, très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, c'est quand même une narration, il y a une construction, un réalisateur, des acteurs, il y a un début, un développement, une fin. Une vidéo, ça n'a pas tout ça. Et c'est là aussi où j'en reviens à cette question, mais quel est le statut de cette chose-là ? Voilà, on n'en est qu'au balbutiement. La vidéo existe depuis une cinquantaine d'années, avec 60 ans. Et donc, évidemment, c'est un art qui est en pleine exploration, non seulement dans sa forme, mais aussi dans sa technologie, évidemment, puisque là, pour le coup, ça évolue extrêmement vite. Hein. Et les artistes sont complètement, là, pour le coup, tributaires de la technologie. Alors, l'art se mondialise aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que là où, peut-être avant, on avait des musées spécialisés, on avait quelque chose qui résonnait dans un pays, et puis de ce pays, petit à petit, ça pouvait résonner ailleurs. Ça, c'est une réalité. L'art se mondialise. Et moi, je sais que j'ai eu la chance de vivre notamment un moment en Australie. Et je me rappelle, quand je donnais des cours dans l'école d'art en Australie, j'avais l'impression de voir des étudiants de France. En fait, je me disais, mais quelle est votre spécificité ici en Australie? Qu'est-ce que vous faites différemment? Mais en fait, tout d'un coup, on a tous à peu près les mêmes références culturelles, la même histoire de l'art. Alors, certes, l'Australie est aussi un pays occidental en partie, donc la référence était encore plus criante, enfin les références. Mais c'est une chose quand même qui interroge aussi beaucoup la pratique artistique. Parce que, évidemment, petit à petit, tout le monde se met à faire un peu les mêmes choses. Et là où on avait un art flamand, l'art de l'Italie, on avait l'art chinois, etc., l'art aborigène, par exemple, pour l'Australie, et bien là, petit à petit, tout a tendance un petit peu à s'uniformiser, et ce sera sans doute l'un des grands enjeux. Mais peut-être que finalement la crise climatique va répondre en partie à ça. C'est-à-dire que peut-être on va redécouvrir les circuits courts, les artistes locaux, on leur donnera une chance, voilà, et des choses comme ça. Et peut-être qu'on sera obligé de revenir à des choses plus modestes, je ne sais pas, on verra la pratique. Dans cette mondialisation, alors pardon, juste pour reparler de cette œuvre, c'est une œuvre d'Alighiero Boetti, qui est un artiste italien de l'arte povera, et qui a, alors vous voyez, ça date de 71, les drapeaux, c'est d'ailleurs intéressant de voir combien la carte a déjà changé, c'est passablement modifié, et pour la Yougoslavie par exemple, si on va juste en Europe, et puis bien sûr pour ce gros bloc rouge à la faucille, mais c'est aussi une façon là de faire une lecture très politique de la map-monde, évidemment. Et puis c'est toujours une lecture très étonnante, hein, la map-monde. Puisque j'ai évoqué l'Australie, moi je me rappelle qu'une des premières surprises, c'est que sur les map-mondes australiennes, c'est l'Australie qui est au centre, c'est plus la France. Donc ce sont des points de vue toujours autocentrés, il faut s'en rappeler. Il faut s'en rappeler, parce que la Terre n'apparaît pas comme ça à l'autre bout du monde. C'est un peu étonnant, mais c'est quand même une réalité. Deuxième chose, là c'est une chose à plat, et évidemment, nous habitons une sphère, donc tout est très largement modifié. Ici, il y avait une œuvre d'un artiste, je crois qu'il était thaïlandais, qui proposait des drapeaux qui étaient avec, voilà, une espèce de chose absolument incroyable. C'était du sable coloré, et tous les drapeaux étaient dans des caissons en plexi, et tous étaient reliés avec des petits tuyaux, comme pour les durites, par exemple, de voitures, ou je sais pas quoi. Enfin, je ne suis pas très bon mécanicien. Et en fait, il y avait plein de fourmis à l'intérieur, et les fourmis, petit à petit, faisaient leur trajet, et venaient altérer, abîmer les drapeaux. Et en fait, tout au long de l'exposition, petit à petit, en fait, ces nationalités, en quelque sorte, se désagrégeaient sous le travail des fourmis et leur immigration au milieu de ces boîtes de plexi.
Évidemment, là, c'est l'efficacité des drapeaux, d'abord très propres. C'est très beau, en fait, les drapeaux, c'est des couleurs, c'est de la peinture abstraite. Hein. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça, comme une peinture abstraite, bon, qui a un symbole, qui peut être lourd de sens, évidemment. Mais c'est une peinture abstraite, et puis là, tout d'un coup, ces fourmis qui s'amusent à se promener à l'intérieur et à complètement abandonner et désagréger les choses, c'est aussi une façon de dire, mais en fait, le voyage, c'est le propos peut-être que j'avais avant, à force de mondialisation, peut-être tout va se ressembler, mais peut-être aussi qu'il y aura moins de patriotisme, des choses comme ça, on verra. Hein, là. Ça, c'est pas pour notre génération, ça peut être pour la suivante. Là, je vous montre le travail d'un artiste qui s'appelle Barthélemy Togo et qui a beaucoup travaillé au départ sur la migration, les choses comme ça. Et donc, c'est un artiste d'origine camerounaise et qui, petit à petit, a fait tout un travail sur, encore une fois, d'abord, il était étudiant à l'école d'art de Grenoble pendant longtemps, et il avait des problèmes de carte de séjour, des choses comme ça, quoi, des choses que, en fait, la plupart des Africains ont en France. Et en fait, c'était compliqué, c'était quand même juste un étudiant, il venait de Düsseldorf avant de passer par Grenoble, du coup il est retourné en Allemagne tellement c'était compliqué en France. Mais du coup, évidemment, c'est toujours la même chose, c'est qu'à un moment donné, on n'appartient plus à vraiment une patrie. Il n'est plus tout à fait camerounais, mais il ne sera jamais ni français, ni allemand, ni quoi que ce soit. Et en fait, il travaille beaucoup là-dessus. Alors, vous avez ici un travail sur ces lits superposés qui n'en finissent pas, avec des sortes de sacs de Jacques Tati, un peu comme tous ces gens qui trimballent Jacques Tati, pardon, du magasin Tati. Voilà. J'arrête de regarder de là. On avait rectifié de nous-mêmes. Merci. Et en fait, évidemment, tout d'un coup, ça devient une sorte de paquebot, de choses comme ça, un petit peu différentes dans la proposition. Mais il a fait un travail qui, pour moi, est bien plus puissant, où il a taillé des troncs d'arbres qui sont devenus des sortes de, si vous regardez bien, des sortes en fait de têtes un peu anonymes. C'est des bustes avec un cou et le départ des épaules, mais en fait c'est aussi des tampons. Et en fait vous avez au mur l'impression que, il taille ça en plus à la tronçonneuse. Il y a un aspect comme ça très brut. C'est très très beau, c'est une œuvre magnifique. Et là aussi, on parle vraiment de tout ce qui est la migration. Donc là, il louait la Confédération suisse pour sa neutralité magnifique. Hein, n'oubliez pas, un Suisse n'a pas de raison historique de mourir, et pourtant il meurt. C'est Boltanski qui disait ça. Ici, un travail d'un autre artiste africain, Ella Natsui, et qui fait un travail avec toutes les canettes qui sont récupérées. Voilà. En Afrique, vous savez, tout le monde récupère, ils font des sculptures avec, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, mais peu importe. Voilà, il y a vraiment cette habitude. Et Ella Natsui, en fait, récupère toutes ces canettes. Alors, il prend les dorés, les classe par couleur, tout ça, puis il les relie avec un petit fil de cuivre. Alors, attention, le fil de cuivre, maintenant, ça coûte, c'est précieux. Et il fait comme ça des espèces de grandes tentures, des immenses drapés magnifiques, abstraits, qui peuvent se mettre comme ça dans l'espace intérieur, mais aussi s'installer dans l'espace extérieur. Et c'est absolument sublime. C'est des œuvres qui sont absolument magnifiques. En fait, évidemment, avec un peu de soleil, tout ça se met à briller, avec le vent, tout ça se met un peu à virevolter. Il y a cette magie d'une matière quasi vivante sur quelque chose de très simple, hein, en fait. C'est juste qu'il va classer ça par couleur et il va nous produire des œuvres absolument magnifiques. Donc là, c'est en fait tout ce continent émergent de l'Afrique qui commence à proposer des choses assez belles, avec ici, par exemple, le travail de Kingelez, qui est un travail de maquette. Il a appelé ça la ville fantôme. Et là aussi, c'est fait avec du carton, parfois, des canettes, enfin, il y a plein de choses. Je crois que j'ai fait des gros plans. Donc déjà, je vous laisse la voir. Il faut que ça marche. Là, voilà de plus près. Donc lui, il n'a jamais cessé de faire des maquettes, hein, en fait. Là où certains se sont arrêtés. Lui, il a continué, il a proposé comme ça des espèces de prospection d'une ville futuriste.
Par exemple, ici, il propose la ville de Sète en 3009. C'est très précis. Voilà à quoi va ressembler la ville de Sète en 3009. Je ne sais pas si c'est enviable. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du bricolage, de choses comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait réjouissant, parce que parfois ce sont des grandes installations. Les maquettes peuvent faire plusieurs mètres de long. Enfin, elles sont vraiment impressionnantes. Et pour autant, il y a plein de détails, et du coup, on se met à regarder ça avec une vraie délectation, un regard d'enfant. Toujours pour l'Afrique, il y a une photographe que je trouve absolument sublime, qui s'appelle Aïda Moulouné, et qui fait un travail, pour le coup, très marqué, justement, sur un certain nombre de traditions africaines. Par exemple, regardez ici, cette série très très belle, où juste le corps est peint, et puis il y a ces pointillés, et cette banane qui vient récupérer les pointillés, comme une démarcation, ou alors ces choses très très belles, comme ça. Là aussi, je vous invite à aller voir son site, il est très fourni, et je vous montre qu'une toute petite partie, je suis obligé de galoper, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, et c'est un travail assez magnifique. Et puis, juste pour terminer, il y a ici Shonibar qui propose un travail. Alors lui, c'est un Africain qui vit en Angleterre et il revisite les grands tableaux anglais, mais avec du wax, et en fait en sculpture. Hein, donc évidemment, là on voit que les tableaux anglais, pour certains, sont très violents. Il utilise cette violence, en plus, c'est redoublé par le fait que ces mannequins n'ont jamais de tête. Ils ont systématiquement la tête tranchée, donc il y a une vraie violence. Et puis il aime à expliquer que le wax vient quand même d'abord de Hollande, en fait, et c'était prévu pour l'Indonésie. Ça n'a jamais pris en Indonésie. En revanche, ça a pris en Afrique, et aujourd'hui, on pense que le wax est absolument africain. Enfin, en tous les cas, ils s'en sont emparés, et ils proposent des choses qui sont assez merveilleuses. Voilà. Alors là, c'est un petit peu les continents émergents. J'aime aussi beaucoup montrer cette photographie pour parler un petit peu du marché de l'art. Et là, en fait, vous avez cette magnifique photographie de Andreas Gursky, qui est un photographe allemand, et qui, quand ce sera stabilisé, voilà, nous propose cet immense supermarché, une photographie sublime. Vous voyez, elle fait quand même 3,36 m de long sur 2 mètres de haut. Et en fait, tous ces produits semblent être une sorte de vague successive qui sont en train d'engloutir les quelques personnes qui sont dans les rayons. Et c'est un magasin où tout est à 99 cents. C'est la magie de nos magasins discount. Et évidemment, Andreas Gursky là, profite de ce type de magasin, de marchands, de marchandisation des choses pour faire une photographie qui, moi je trouve, ressemble aussi beaucoup à notre monde. Voilà. Et évidemment, c'est une façon de faire œuvre avec ce qui, en partie, fait, encore une fois, notre travail. Andreas Gursky, notre monde, Andreas Gursky, c'est quelqu'un qui travaille des grandes photographies, souvent avec des formats extrêmement importants, avec des temps de pause qui sont assez longs, et qui, donc, ont une netteté partout qui est absolument sublime. Voilà, donc là, j'espère aussi pour vous que vous croiserez un jour une exposition Andreas Gursky. Alors là, c'est pour à la fois l'aspect technologique, et puis là, c'est un geste, en fait, je ne sais pas comment le qualifier, mais ce qui m'intéresse, c'est en fait ce qui a motivé ce travail. Cette plante ne sera arrosée que si le CAC 40 augmente. Et en fait, donc, il y a tout un système électronique qui est branché sur le cours du CAC 40, et à chaque fois qu'il grimpe, la plante est arrosée. Si en revanche ça redescend, la plante n'est pas arrosée pour le jour. Donc elle ne doit sa survie qu'à des marchés florissants. Voilà. Évidemment, c'est une plante qui un jour va mourir, qui est maintenue de façon artificielle par un propos qui est purement économique, mais ça montre bien combien, à la fois, la technologie d'abord s'est emparée aussi de l'activité artistique, parce que la personne qui a fait ça le présente comme un travail artistique. Deuxièmement, c'est de montrer aussi la transversalité des choses, c'est-à-dire qu'un artiste, c'est quand même quelqu'un qui
qui est dans le monde et qui a un propos sur ce monde. On l'a vu avec Gursky, on le voit ici avec cette plante. Et puis troisièmement, il y a une hyper-technologie aujourd'hui qui permet quand même aussi de faire, aujourd'hui il y a les NFT, hein, les œuvres qui sont complètement immatérielles et qui garantissent une sorte d'œuvre. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que la NFT, normalement, ça garantit une œuvre qui serait une œuvre originale. Là où en fait, toute la fin du XXe siècle a œuvré avec la sérigraphie, avec plein d'autres choses, à une multiplication des images, là tout d'un coup on revient au geste originel de l'acte de peinture, comme ça, comme un geste, peut-être un geste unique. En tous les cas, on le voit, les artistes s'emparent de la technologie pour faire un travail évidemment qui est très différent. Ici par exemple, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez, avec un beau verre, mais c'est pas du tout vert, c'est à partir d'un même arbre, l'artiste avec des scientifiques a réussi à prélever l'ADN et du coup ils ont fait 80 plants clonés de ce même arbre. Donc à un moment donné, la technologie va tellement loin que évidemment on joue les apprentis sorciers. C'est pas nouveau, on l'a toujours fait en fait. Sauf que là, à un moment donné, on touche à des choses qui deviennent de plus en plus sensibles, qui touchent à l'intégrité des phénomènes naturels. Enfin, les OGM, ça fait très longtemps. Hein. La patate, quand elle arrive en Europe, elle n'existait pas. Donc à un moment donné, à partir de quand on remonte, toutes ces questions sont très compliquées. En tous les cas, là, il y a la volonté de dire, mais à un moment donné, je pourrais avoir normalement 80 arbres à peu près qui sont identiques. Ça ne fonctionne pas, vous n'avez qu'à voir juste dans les boîtes que déjà ils poussent tous de façon très différente, et heureusement. Donc la génétique seule ne suffit pas, et on le sait très bien par la problématique de l'éducation notamment. Voilà, il y a un moment donné, il y a d'autres paramètres extérieurs qui vont jouer. Alors certains artistes reviennent à une forme de tribalité, mais très politique là aussi. Tous ces masques, tous ces prototypes sont faits avec des chaussures de sport. Voilà. Hein, donc il y a un côté tribal, mais c'est avec des Nike, avec des je sais pas quoi, je ne connais pas toutes les marques. Mais à un moment donné, il y a cette idée de récupérer aussi tout ce merchandising pour en faire quelque chose et revenir à une identité différente. Et l'identité est une chose évidemment importante. À un moment donné, en fait c'est toujours des questions de vase communicant, à un moment donné où l'art se mondialise, d'autres artistes prennent des positions très très franches et essayent de faire des choses qui marquent soit une appartenance religieuse, une appartenance à un pays, une appartenance à une forme de pensée. En tous les cas, c'est des choses qu'on voit. Et par exemple, le travail de David Ammons, qui est un artiste afro-américain, c'est très important de le préciser, parce que là, il vous fait un tapis volant avec un immense tapis persan, et puis dessus, c'est du poulet frit. Voilà, tout ce que vous voyez. Alors, les ailes de poulet, ça vole hein, quand même, heureusement, pour un tapis volant. Mais ça démontre aussi combien, en fait, on mange, il y a la malbouffe, il y a tous ces fast-foods qui interviennent dans une chose qui est très culturelle, le tapis. Et toutes ces rencontres-là ne sont pas anodines. Il fera d'ailleurs un drapeau américain qu'il appellera le drapeau African American. Hein, et du coup, dont il modifie notamment les couleurs. Pas tant la forme, il y a sans doute peut-être le nombre d'étoiles, je ne sais pas. Mais voilà, David Ammons, c'est par exemple quelqu'un qui a proposé un jour un grand portrait peint du révérend Jackson, pour ceux qui connaissent, et il l'avait peint en blond. Et il avait mis dessus à la bombe, il avait dit « Et maintenant, est-ce que en blond, comme ça, je peux convenir ?» Voilà, histoire de dire « Mais les Noirs n'accéderont jamais au pouvoir et il faut qu'ils deviennent blancs ou qu'ils se teignent les cheveux pour ressembler à des blancs. » Donc là, on est sur des guerres de culture aussi, hein, des guerres, et tout ça par des gestes artistiques, et ça a toujours été, en fait. Ça a toujours été. Pour moi, je vais dire une chose peut-être qui choque, mais pour moi, l'art a toujours été aux côtés du pouvoir. Voilà.
Alors je sais que les artistes s'en défendent parfois, mais c'était l'ami intime des rois, c'était l'ami du pharaon ou un proche, c'était quelqu'un qui était bien placé dans la religion, des choses comme ça. Il faut de toute façon une puissance économique pour soutenir une activité artistique. Voilà, c'est la loi aussi du marché. Ici, le travail d'une artiste iranienne qui s'appelle Shirin Neshat. Je vous souhaite là aussi de voir des vidéos de Shirin Neshat. C'est fascinant, c'est très très beau, c'est très esthétique, mais ça joue toujours sur cette chose, la partition du monde en Iran entre les hommes et les femmes. Et donc, même pas vous pouvez le deviner pour l'instant, mais ça va arriver. Voilà. Ici, c'est une vidéo qui dure 10 minutes, qui est un chant superbe, chanté à la fois par cette dame au noir et à la fois par ce monsieur. Et cette dame est filmée, en fait, au début, on la voit elle sur la scène, et puis petit à petit, ça se tourne, et on voit que, en fait, il y a une audience qui est totalement vide, et puis pour l'homme, au contraire, lui, il est entouré de plein d'hommes. Et chez elle, il y a toujours cette confrontation. Parfois, c'est très beau, parce que dans l'espace aussi, c'est mis sur 2 écrans différents. Donc en fait, on ne sait pas qui suivre, quelle vidéo regarder. Du coup, on reste 2 fois plus de temps quand on aime ce type de vidéo, parce qu'on regarde les 2 films à un moment donné. Voilà. Ici, une autre image tirée d'une vidéo, toujours sur un chant persan, un chant iranien, et on voit d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Et tout ça, c'est aussi scénarisé parfois. Par exemple, dans ce même film, à un moment donné, il y a un chemin dans le désert, et puis ils vont jamais se rencontrer, chacun va bifurquer de son côté. Et il y a cette tentative de dire, mais à un moment, il faudra quand même qu'on arrive à se rencontrer. Voilà, les hommes et les femmes. De toute façon, si on veut faire des enfants, il faudra un moment quand même se rencontrer un tout petit peu. Alors justement, sur l'identité, sur les choses comme ça, il y a aussi tout ce qui est la question identitaire, qui aujourd'hui préoccupe beaucoup les jeunes générations. Ici, ce sont des photographies de Claude Cahun. Je vous invite là aussi à voir ces photos, qui datent plutôt des années 20 et 30. Et c'est quelqu'un qui était absolument incroyable. Elle a une vie, je trouve, absolument folle. Et avec sa compagne, elle vivait à un moment où c'était compliqué d'assumer une certaine homosexualité. Et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se réfugie sur les îles de Jersey, je crois, les îles anglaises, là où il y a encore des Allemands. Et en fait, elles se faisaient passer chacune pour la cousine de l'autre, donc en fait, tout le monde savait qu'elles vivaient ensemble. Voilà, ça s'est très bien passé, et puis dès qu'elle le pouvait, elle mettait du sucre dans les réservoirs des véhicules allemands. Voilà, ça c'était leur petite résistance. Et c'est une femme assez épatante, et elle a livré un jeu photographique où elle se rase, elle se met en homme, elle se met en femme. Enfin, il y a tout le jeu de la séduction, et puis aussi du rapport à « mais moi je veux conduire une voiture, je suis une femme et je veux conduire une voiture », alors elle se met en homme, elle se met des lunettes, enfin bref, elle est obligée à un moment donné de jouer avec son aspect. Et c'est sans doute là aussi quelque chose d'assez fort. Bien sûr, le travail d'Andy Warhol, ce travail un peu androgyne, où il aimait beaucoup se faire photographier ou se faire tirer le portrait en femme. Il ressemble beaucoup à sa mère d'ailleurs, quand il met cette perruque. Et puis les photographies de Diane Arbus, par exemple. Diane Arbus qui photographie une Amérique, pas celle qu'on montre, c'est pas l'Amérique triomphante, c'est une autre Amérique, et c'est aussi les transgenres et les choses comme ça. Aujourd'hui, nos étudiants sont beaucoup préoccupés par cette idée-là. Alors voilà, par exemple, un travail de mutation photographique. On part d'un portrait d'homme, on arrive à un portrait de femme. Et en fait, si vous remontez ou si vous descendez, peu importe, on n'arrive pas à savoir à quel moment l'image bifurque totalement. En fait, il y a quelque chose de très trouble qui fait qu'on n'arrive jamais à dire « tiens, mais là, on passe du côté masculin ou du côté féminin ». Pour autant, à chaque angle, on a quelque chose de très déterminé. Et les artistes vont beaucoup jouer avec ces choses-là. Ici, le travail de Robert Gobert, qui met de la cire dans un sac de ciment, qu'il a vidé au préalablement. Et puis d'un côté, il y aura une poitrine de femme, et de l'autre, il y aura une poitrine d'homme avec du poil. Et évidemment, là, on est sur tous ces enjeux aujourd'hui de dire, mais quelle identité j'ai ?
etc. Et qui sont encore une fois des choses qui, vous le voyez, de toute façon, préoccupent les artistes depuis bien longtemps, en fait. Hein. Ici, le travail de Jana Sterbach avec ce petit haut suffisamment transparent pour qu'on voit à la fois sa poitrine, et puis sur ce haut, évidemment, les poils sur la poitrine apparaissent, et il y a évidemment ce double jeu aujourd'hui de cette pilosité qu'on efface de moins en moins. Ça arrive. Ici, c'est un travail qui avait eu lieu d'ailleurs pour une exposition qui s'appelait Féminin masculin, le sexe de l'art, au Centre Pompidou en 1995-1996. Et ici, Agnès Thurnauer avait proposé des gros badges en féminisant les prénoms des artistes masculins et en rendant plutôt du côté garçon, par exemple, Louise Bourgeois devenait Louis Bourgeois. Et ça faisait une petite collection de pins comme ça, qui étaient ont disparu. Et voilà. Voilà. En fait, ce qui est sûr, c'est que depuis maintenant 20 ans, 30 ans, de par notamment les mouvements féministes, alors là ça date de bien avant, et puis aussi de la présence de la performance chez les artistes, il y a l'idée à un moment d'interroger les choses. Et là, quand vous voyez les guerrilla girls qui interviennent tout le temps dans les musées ou dans les galeries, elles sont tout le temps avec un masque, on ne sait pas qui c'est, elles interviennent, alors évidemment on pourrait avoir le moyen de le savoir, mais c'est aussi bien comme ça. À un moment, elles font ramener un camion 38 tonnes, et il y a cette bâche qui est sur le camion et qui pose des questions devant le Metropolitan Museum, et la question c'est, mais moins de 5% des artistes dans ce musée sont des femmes, et pour autant 85% des nus sont des femmes. À un moment donné, il y a un rapport là, il faudrait quand même qu'on explique un petit peu les choses. Et évidemment, à cette lecture-là, à un moment donné, il faudra, et peut-être qu'on commence à le faire, maladroitement, peut-être pas assez, enfin moi je veux bien entendre plein de choses, hein, mais il me semble qu'à un moment donné, on sera un peu comptable de tout ça, qu'on le veuille ou non, on n'est pas responsable tout à fait. En revanche, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, Hilma Afklint, que je vous ai montré, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, on a commencé à se dire non, il faut qu'on aille chercher un peu des artistes femmes, etc., que peut-être on a trouvé d'autres artistes, d'autres façons de faire. Quelques éléments naturels, puis après je vais arrêter, parce que déjà, enfin, je sais pas, ça va, c'est comme je veux, voilà, tant pis pour vous, c'est comme je veux. Ici, le travail de Volker Anglais, qui est un artiste allemand, mais qui vit en Suisse, et qui est quelqu'un qui fait des carrés de pollen sur le sol, comme ça. Donc, tel une abeille, il va dans les champs, il glane son pollen, et quand il en a assez, il va le passer à la passoire, comme ça, et faire des carrés de pollen. Et il y en a actuellement au musée de Grenoble, là, dans l'exposition de la nature. Évidemment, c'est un travail artistique, alors là, qui dépasse très largement le geste. C'est un geste de peintre, il y a de la couleur. C'est un geste formel. Il trace un carré, qui est plus ou moins net, plus ou moins flou, ok, mais il trace un carré au sol. C'est un geste où il va, comme les anciens, alors les anciens broyaient leur peinture, lui, il va aller chercher son pigment. Chercher son pigment, c'est aller glaner le pollen dans les champs pour petit à petit faire cette chose-là. Sauf qu'il n'y a jamais totalement le geste du peintre. Voilà. Donc, quel est un petit peu le statut d'une œuvre telle que celle-ci, même si elle est très belle. Alors, parfois, il les présente comme ça, ces pollens, en pot. C'est un nuancier de jaune absolument remarquable. On peut aussi représenter la nature. C'est le cas, par exemple, du travail d'Eva Jospin, la fille de Lionel, qui propose depuis maintenant plusieurs années des forêts en carton. Voilà, donc elle récupère le carton, des livraisons, des choses comme ça, et elle découpe dedans
et elle y va au pistolet à colle, et hop là, elle fait des immenses forêts. C'est absolument remarquable, hein. C'est bluffant d'ailleurs, de mimétisme quelque part. Et ces forêts, c'est soit des tableaux accrochés au mur, mais ça peut être de véritables installations qui ont une certaine grandeur. Donc évidemment, ça demande des moyens qui sont assez colossaux. Mais elle produit une œuvre absolument remarquable. Et ce qui est très étonnant là, c'est qu'elle va travailler sur la forêt, le bois, et le carton est issu du bois, une espèce de geste comme ça, recyclage, vertueux, de la nature qui retourne vers la nature, même si bien sûr, en fait, c'est dans les musées, et que l'autre grande question, qui est la question écologique, deviendra quelque chose qui deviendra majeur sans doute pour toutes les institutions, qu'elles soient d'ailleurs muséales, mais même de musique, etc. On a besoin, par exemple, pour la musique, parfois, d'électrifier toutes les choses. À un moment donné, ce sera peut-être plus tout à fait soutenable comme on l'a fait jusque-là. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont peut-être être interrogées. Je trouve, moi, que dans les arts plastiques, justement, on ne pose pas assez la question de, par exemple, la production d'une exposition. C'est on refait des cimaises, on peint, on trimballe les œuvres, enfin, ça a un coût qui est énorme. Pour l'instant, ça échappe un peu à la question de, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fera avec ça? Et si on peut plus faire un grand rassemblement tel que la Biennale de Venise, ou plus près de chez nous, la Biennale de Lyon, c'est astronomique, et à un moment donné, on peut se poser la question de ces gestes-là. Tant qu'on peut les supporter, pourquoi pas, mais en vrai, il va falloir se poser quand même des vraies questions sur une œuvre d'art, est-ce qu'elle peut exister de façon éphémère? Plein d'artistes ont déjà répondu oui. Et puis surtout, une institution muséale peut-elle continuer à produire des choses qui sont aussi lourdes et aussi chères qu'une manifestation qui rassemble même 400 artistes? À un moment donné, il faut qu'ils viennent de partout, quoi. Et ça peut nous interroger. Alors là, je vous présente le travail d'une très très jeune artiste qui s'appelle Leïla Demoisy, et qui fait un travail où là, elle a collé de la peau de serpent sur du bois d'olivier. Voilà. C'est très beau, parce qu'on dirait vraiment des reliques comme ça, d'un bout de serpent un peu séché. C'est très très beau. Et puis elle a fait par exemple un travail comme ça qu'elle a présenté cette année au Festival des Jardins de Chaumont, par exemple. Et où là, elle a fait plein d'œuvres comme ça, où elle a taillé le bois. Ici, c'est le bois de bouleau, c'est une chose très blanche, comme une sorte de coquille. Et puis elle a collé ses épines de mûrier. Et évidemment, ça devient un objet à la fois esthétiquement magnifique, à la fois très dangereux. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'attraper. Alors, dans les gestes de la nature, il y a les artistes marcheurs. Alors les artistes marcheurs, eux, ils sont très bizarres, mais ils sont exceptionnels quand même. Par exemple, à droite, vous avez une œuvre de Richard Long qui date de 1967, où en fait, il a trouvé ce lieu, et puis il a marché en aller-retour, comme ça, plein de fois, sur l'herbe. Il a évidemment, grâce à ses pas, couché l'herbe dans la perspective de l'appareil photo. Il prend en photo ce travail, si on considère que c'est un travail, et en fait la photo deviendra le témoignage de ce moment passé ici. Le lendemain, grâce à la rosée, l'herbe aura retrouvé à un moment donné sa forme initiale, et en fait l'œuvre aura existé, mais alors un temps, en fait, quasiment que pour l'artiste. Et là, évidemment, on peut se poser la question de mais alors c'est quoi un geste artistique, comment ça se passe? À gauche, il a simplement redressé des pierres. Et à un moment donné, évidemment, ces pierres vont en plus pointer une sorte de colle. Ah, merci, tu joues du piano très très bien. Et donc, tous ces gestes-là, ici, vous voyez, c'est un alignement de pierres sur de l'herbe qui vient pointer cet arbre. La photo est fantastique parce qu'il y a de la brune, plein de choses comme ça, mais ce sont des gestes, alors moi, que je trouve merveilleux. Je trouve merveilleux l'idée que quelqu'un dise « mais moi, je gagne ma vie en marchant ». Alors c'est vrai quand même des gens qui travaillent dans la montagne, pour un certain nombre, qui sont des guides, des gens comme ça, mais là, il y a encore un autre geste, et je trouve ça formidable. Voilà.
Et du coup, il y a plein de gestes qui servent à rien, évidemment. Hein, il y a plein de gestes qu'on ne voit pas. Il y a plein de gestes, en fait, qui existent pour leur démesure et à la fois qui sont tellement insignifiants qu'on se demande si c'est réellement un geste artistique. Regardez par exemple ici le travail d'un artiste belge, toujours, Francis Alice, qui a fait beaucoup de choses autour de la marche, mais aussi beaucoup de choses... Alors c'est un artiste qui s'est installé à Mexico, et là il a demandé à 800 étudiants d'essayer de déplacer une montagne. Voilà, il y a la... Eh ben oui, on a une remarque qui est de dire ben, on va déplacer les montagnes. Eh bien, il a essayé de se mettre face à l'adage avec 800 étudiants. Alors, évidemment, c'est un geste, ils ont fait ça pendant quelques heures. Ils étaient tous épuisés et ils avaient modifié le paysage de rien. De rien. Et sans doute que le vent, 3 jours après, avait décidé de remodeler le paysage. Donc, à un moment donné, c'est aussi montrer que, en fait, tous ces gestes-là, ce qui en subsiste, c'est l'idée. C'est l'idée. Une œuvre d'art, c'est d'abord, elle existe par son idée. Alors, je ne dis pas que vous allez valider toutes les idées de ce soir, hein, mais je dis simplement qu'il me semble qu'une œuvre d'art, elle existe vraiment par l'idée. Mais tout, en fait, existe par l'idée. Moi, je me souviens que dans les années, je crois que c'était 90, quand Damoville essaye de traverser l'océan Atlantique en solitaire, par définition, en solitaire, il n'y a rien, et pourtant, toutes les radios, tous les matins, donnaient où il en était, enfin, faisaient un point sur ce type qui faisait un geste qui était totalement inutile. Mais en fait, qui nous permettait de rêver. Voilà, qui à un moment, on se projetait aussi sur cette espèce d'exploit de l'inutile, comme toutes les conquêtes des sommets et tout ça. C'est des exploits un peu de l'inutile, mais ils nous embarquent ailleurs. Et peut-être que ces artistes nous embarquent ailleurs. Alors Francis Alice n'a rien trouvé de mieux aussi, à un moment donné, que de trimballer un bloc de glace dans les rues je crois que c'était à Mexico City. Voilà. Donc il l'a fait jusqu'à ce que le glaçon est totalement fondu. Voilà. Un geste qui ne sert à rien. Mais très beau. Hein. Voilà, là, quelques photos. On le voit pendant le travail. Alors c'est un type assez exceptionnel, hein. Il invite les gens à suivre ses performances, voilà, qui existent juste au moment où il les réalise. À Mexico City, il y a une place où il y a tous les gens qui cherchent du travail, qui vont se mettre. Alors il y a le plombier, le peintre et tout ça. Et lui, un jour, il s'est mis, puis il a mis un petit panneau, il était touriste professionnel. Donc voilà, si on voulait louer ses services pour être un touriste, on pouvait aller voir Francis Alice. Et puis là, à Cuba, il a marché avec des chaussures qui avaient sur les semelles des aimants. Et en fait, évidemment, en marchant petit à petit, les aimants ont attiré tout ce qui était métallique sur le chemin. Donc en fait, le pas était de plus en plus lourd. Et puis, il a ramené des vis, des boulons, parfois une pièce. Mais voilà, c'est un peu le travail de Francis Alice, c'est de dire à un moment, ben voilà, j'ai juste fait ça. Tiens, ben voilà, mes chaussures, au départ, elles étaient comme ça, à l'arrivée, elles sont comme ça. Voilà, ça a existé. Merci, au revoir. C'est très étonnant. Donc ça donne des choses qui sont souvent... en fait, là, le caractère évidemment inutile est très puissant. J'en reviens à la nature avec les gestes d'Andy Goldsworthy, qui travaille énormément, évidemment, avec des matériaux tels que les pierres, la terre, les feuilles, etc. Alors là, moi, je vous montre des travaux qui sont plutôt pérennes. Je ne sais pas combien de temps ils vont durer, mais dans le cas d'Andy Goldsworthy, c'est souvent des œuvres qui durent quelques minutes, parfois quelques heures. Et puis pour certaines, comme c'est le cas par exemple de cette sentinelle, c'est plusieurs années. Et avant que ça s'écroule, je vous invite à aller voir ça. C'est si vous allez à Digne-les-Bains, il faut absolument aller au musée de Gassendi, où ils ont fait d'ailleurs tout un étage pour Andy Goldsworthy. Et puis sinon, il y a un parcours de environ 150 km. Voilà, quelques jours de marche. Et puis, vous pouvez dormir dans des refuges d'art qu'il a créés lui-même. Alors, voici un, par exemple, un refuge d'art. Alors, en vrai, dans celui-ci, on ne peut plus dormir parce que l'année dernière, un crétin a dormi et a tout saccagé. Voilà, donc, c'est un peu compliqué. Mais, en fait, l'idée, c'était de partager son temps, une marche, de partager un moment avec des œuvres d'art. Les partager dans la marche, où on découvre les sentinelles, on va voir un certain nombre d'œuvres d'art,
Et puis d'autres où c'est le repos. Et alors c'est très peu confortable, moi j'ai dormi dans un des refuges, c'est très très peu confortable, mais on a la chance de dormir, enfin on ne dort pas beaucoup d'ailleurs, mais de dormir un peu avec une œuvre d'art. Voilà. Donc on l'éclaire à la lampe de poche, enfin, on fait plein de trucs avec. Et c'est vrai qu'il y a un truc, on se dit, tiens, quand même, je suis un privilégié. Pour peu qu'on aime ça, hein, évidemment. Il y en a qui préfèrent des nuits à l'hôtel, je le comprends. Et ici, un travail encore sur le temps. Voilà. Toujours dans Digolorsi, il avait recouvert des pierres d'argile avec la terre qu'il avait trouvée dans la rivière d'à côté. Il ne travaille qu'avec ce qu'il trouve sur place. Et puis évidemment, petit à petit, au fur et à mesure de l'exposition, la terre va sécher, elle va craqueler et elle va livrer son cœur de pierre. Voilà. Encore une fois, l'expression marche très correctement. Et là encore, hein, c'est une œuvre évolutive, c'est une œuvre aussi qui va disparaître. À un moment, les pierres seront rendues à la nature. Et lui, il parle d'ailleurs d'évolution tout le temps. Il ne dit pas ça s'est détruit, il dit ça vit une autre vie. Voilà. La terre retournera à la terre, la pierre à la terre aussi, et ils vivront leur vie. Donc il y a quelque chose comme ça où c'est à l'intérieur même du travail qu'il y a cette réflexion. Et puis ici, le très beau travail d'un jeune artiste brésilien qui s'appelle Henrique Oliveira, et où là, il y a vraiment une rencontre entre le bâti, le construit et le naturel, et des choses comme ça. Alors évidemment, ces sculptures sont totalement construites, elles sont faites en bois, avec des ossatures bois, et ensuite c'est recouvert de contreplaqués qui sont pris sur les maisons et les chantiers au Brésil, dans les favelas. Voilà. Donc en fait, il y a aussi quelque chose de très politique dans son action, mais c'est rendu d'une façon très naturelle, très belle, comme ça, c'est sublime. Regardez par exemple cette œuvre-là, absolument incroyable, de torsion et de tension. Ça arrache tout, quoi. C'est tellement beau que ça arrache tout. Donc vous voyez qu'on est loin de la peinture traditionnelle, des choses comme ça. Je vais en profiter qu'il n'y ait pas d'image pour sauter une artiste, je m'excuse. Je vais tout de suite... Alors, est-ce que je suis pas allé trop vite. Bon, juste, je montre celle-ci de Yael Kusama, qui est un environnement où vous rentrez dans une pièce entièrement... il y a des miroirs partout, en fait. Entièrement recouvert de miroirs. Et puis il y a plein de lumières électriques de toutes les couleurs qui changent de couleur, qui clignotent, certaines s'éteignent, d'autres s'allument, etc. Et en fait, de la tête aux pieds, de partout, vous êtes dans l'univers et votre image est à l'infini. Voilà. C'est un gros moyen technique, mais évidemment là on est sur un truc qui nous fait partir ailleurs. Ici le travail absolument sublime de Shiharu Shiota, une artiste japonaise, qui fait des installations, elle aussi, avec ici un piano brûlé, des chaises et tout ça est pris dans des toiles. Moi, je n'aimerais pas être son assistant, parce que les assistants ne font que tendre des toiles toute la journée, hein, globalement. Enfin, des toiles, des fils. Mais c'est très beau. C'est très beau, là, vous le voyez, 1600 km de laine noire, c'est beaucoup quand même. Voilà. Et c'est à la fois un mauvais rêve, et à la fois c'est subjugant. On est un petit peu pris entre les deux. À la Biennale de Venise de 2015, elle avait présenté, voilà, des barques, d'où partaient des fils. C'est pas tout à fait ça l'image. Mais on va la voir, on va la voir. Alors. Je m'excuse vraiment pour le petit problème. Voilà. Et en fait, il y avait 50 000 clés qui étaient suspendues. C'était dans le pavillon japonais. C'était absolument sublime. Ouais, vraiment, très très beau. C'était un voyage. Voilà les clés en gros plan. Tout rouillé, tout travaillé. Et puis par exemple, regardez ça, c'est dommage sur mon élan qui était parti. Un dernier travail de Shiharu Shiota qui s'appelle Comptage des souvenirs. Et évidemment, là, elle joue entre l'image naïve, hein, d'ailleurs, d'un truc comme ça, un peu comme dans un dessin animé. Puis à la fois, c'est une installation d'une envergure absolument colossale. Et là aussi, ça joue avec notre enfance, mais aussi toutes les craintes qu'on a eues peut-être à l'école, des choses comme ça.
C'est un travail qui est remarquable. Ceux qui me connaissent savent que je viens toujours à un moment donné aborder le cas de Roman Opalka, parce que pour le coup c'est un travail que je trouve d'abord sublime, mais surtout qui est un cas à part. C'est un artiste d'origine polonaise qui a peint des toiles où il a fait des suites de nombres. Voilà. Il a commencé à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, il a poursuivi. Voilà. Et il a fait ça toute sa vie. Il faisait ça à la fin de chaque séance, il se prend en photo, surtout en ne souriant pas. Il avait donc acheté un stock de chemises blanches pour pas qu'il y ait des effets de mode sur la photographie. Non, mais tout ça, c'est vrai, et en plus, c'est juste pour dire qu'il avait pleinement conscience d'une chose qui était d'inscrire le temps, comme ça, sur la toile. Vous voyez, c'est écrit tout petit. Et après, il s'est mis aussi à dire les nombres en polonais, d'une voix totalement monocorde. C'est d'un ennui terrible, hein, le travail quand on l'écoute. En revanche, ce qui est très très beau pour moi, c'est ce travail sur le temps. Il fait un travail qui est remarquable sur le temps. Il ne revient jamais en arrière. Notre système de comptage fait qu'on croit toujours que le lendemain, on sera mieux. Enfin, moi, je l'espère, pour ma voix. Mais sinon, globalement, il y a un truc, on se dit, tiens, il y a une nouvelle année, je vais prendre des bonnes résolutions, ça va mieux aller. Mais en fait, on a un temps qui file de façon tout à fait linéaire. Quand on a pris une décision, c'est quand même très difficile de revenir en arrière. Et donc, on a, comme ça, un travail qui va filer dans le temps. Et lui, se prenant en photographie, va avoir ce visage qui est toujours cadré de la même façon, qui va vieillir jusqu'à sa mort en 2011. C'était quelqu'un de tout à fait succulent, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, et c'était quelqu'un de vraiment super. Et en fait aussi, il avait une autre chose, c'est que petit à petit, il mettait 1% de blanc en plus dans le fond de ses toiles. Et alors là, il disait à la fin, je me suis piégé moi-même, parce que déjà, tout était dimensionné à partir de son corps. Il avait choisi une toile qui faisait 1,95 m, parce que comme ça, en levant le bras, il pouvait peindre sans avoir à monter sur une échelle. Mais quand il était vieux, c'était un peu plus compliqué. C'était une toile qui faisait 1,35 m, parce que comme ça, il pouvait la porter avec les bras écartés, il pouvait la porter tout seul dans l'atelier, il n'avait pas besoin d'un assistant. Et évidemment, quand il arrive à blanc sur blanc, il a plus de 78 ans, et là, il dit, mais je vois pas ce que je fais, je vois presque plus rien, de toute façon. Mais alors là, je vois encore moins. Et en plus, monter en haut, là, de ma toile, j'y arrive plus. Donc, à un moment donné, c'était aussi dimensionné pour un corps d'un homme de 35 ans, 40 ans, mais à 78, ça avait l'air un petit peu plus compliqué. Et il disait une chose que je trouvais très très sublime, il disait, mais moi, avec mon programme, je suis au moins sûr de ne jamais peindre la même chose. Voilà. À méditer. Hop, ici, des photographies, des sites olympiques. On sort d'une compétition, là. Et là, c'est pour vous montrer le stade de beach volley des Jeux d'Athènes de 2004. Voilà. Et en fait, il y a des artistes qui se sont mis à faire tous les sites. Évidemment, quand on remonte très loin, ils sont remontés très loin, les photos sont superbes. Mais là où c'est plus inquiétant, c'est que vous avez des sites qui sont quand même relativement récents, qui sont totalement laissés à l'abandon. Par exemple, ici, c'est la piscine olympique des Jeux de Rio. Et si on ne le voit pas très bien de loin, je vous montre de près. Voilà, c'est totalement éventré. Ça fait seulement 6 ans. Il faut quand même se poser plein de questions sur le coût des Jeux Olympiques et puis derrière les équipements, ce qu'on en fait. Même si ça devient des questions qui sont de plus en plus présentes, on voit que manifestement, quand même, c'est pas toujours pris en compte ou mal pris en compte. Et il y a un côté quand même très attristant de toutes ces choses-là. Heureusement, il y a un artiste qui s'appelle Lilian Bourgeois qui vous propose quelque chose de de beaucoup plus rigolo. C'est qu'il a mis une corbeille qu'on trouve dans toutes les classes d'école en guise de panier de basket. Il a imprimé des feuilles avec un ballon de basket que vous pouvez chiffonner, à vous de mettre le panier. Donc là, c'est une œuvre recyclable et évidemment très peu chère, très peu coûteuse. Donc les artistes en fait prennent tout en compte, hein. Même le sport. Moi je fais plusieurs conférences sur art et jeu, art et sport par exemple,
des choses en fait, où il y a des accointances qui sont évidentes aussi. On termine avec ici un travail d'un artiste chinois, un montage photographique. Alors si je vous montre, c'est que quand même, on est en Chine, mais il y a de la bière, il y a du Coca-Cola, il y a certains drapeaux chinois. En fait, ça reprend des choses de la culture, puis à la fois c'est une œuvre pop, complètement pop art. Et ça pose toujours cette question de la mondialisation, de ces gestes où petit à petit, peut-être, on perdra l'identité un peu des travaux. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Si à un moment donné, on se dit, mais en fait, ce serait bien qu'on puisse tous se parler, alors ce sera bien, mais évidemment, il y aura quelque chose d'un peu plus homogène. Soit on se dit, à un moment donné, il faut quand même réfléchir aussi à garder une forme de patrimoine. De la même façon, vous avez un Mao Pop Art, voilà, par un artiste chinois. Alors si je vous montre des peintres chinois, c'est que là, ils sont en train d'envahir le marché, et ils ont la puissance économique qui va avec. Et comme je le disais tout à l'heure, l'art va toujours du côté des puissants. À un moment donné, je pense qu'on est en train de basculer sur une autre forme d'art, mais voilà, c'est l'évolution, c'est l'histoire. Ici, je vous montre une jeune artiste française, et on revient à de la peinture. C'est Claire Tabouret, qui fait des portraits au vitriol un peu, mais très beaux. Elle fait des portraits comme ça, simples, mais elle fait aussi des portraits de groupe, qui sont très très beaux, des grandes peintures. Voilà, c'est très rafraîchissant dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la peinture. Et on finit avec un artiste sud-africain qui s'appelle William Kentridge, qui est un artiste très complet à mon sens, puisqu'il travaille le dessin, beaucoup, c'est lui qui fait tous ses dessins. Il fait des dessins animés à partir de ses dessins, alors c'est des dessins animés spécifiques. Il travaille la vidéo, il travaille la mise en scène, il travaille le théâtre, enfin il est polyforme. Et là donc on voit une installation vidéo où il a pris des gens qui portent des dessins comme ça qu'il a découpés dans des grands cartons en ombre chinoise et qui sont des sortes de grandes processions, qui sont très très belles. Vous voyez déjà un petit peu ça dans l'espace. Et puis par exemple là, en 2016, il avait proposé ça à Rome, et qui était une sorte de grand défilé où il y avait des figurines qui étaient projetées. Il y avait aussi des gens en vrai qui se baladaient et qui portaient ces sortes de figurines, et il y avait les ombres projetées, des ombres chinoises de ces personnes. Je vous montre une dernière diapo. Voilà. Puis je voulais terminer aussi avec un artiste qui était africain, tout simplement parce que, vous voyez, ma présentation s'est attachée aussi à dire que, bah, en fait, il y a des artistes japonais, il y a des artistes brésiliens, il y a des artistes africains, il y a des... Enfin, évidemment, on sait tout ça, mais dans ce marché mondialisé, en fait, évidemment, encore une fois, eh bien, toutes les formes peuvent émerger. Vraiment, c'est une chance pour les jeunes générations. Et c'est peut-être aussi une façon de se dire qu'à un moment donné, il faudra être vigilant sur un tout petit peu préserver, peut-être, si on doit le faire, une forme patrimoniale des choses, par région, par pays, par je ne sais quel, d'ailleurs, quel découpage. Mais on est toujours dans cette contradiction d'appeler de nos voeux à une espèce de concorde du maximum, et puis en même temps se dire, voilà, quand ça commence à menacer mon précaré, je suis plus tout à fait d'accord avec cette concorde. Alors en fait, le marché de l'art est lui aussi tendu entre ces deux postures, et les artistes eux-mêmes travaillent sur des choses qui sont très transverses. Voilà, c'est qu'une présentation, je le redis. J'ai montré peu de peinture de façon tout à fait intentionnelle, au sens où c'est peut-être ce que vous voyez le plus et ce qui est le plus facilement repérable. Mais il y a évidemment aussi beaucoup d'artistes peintres. Là, je montrais Claire Tabouret à la fin, mais il y en a plein d'autres. Et surtout, l'art reste vivant. L'art reste vivant, et en restant vivant, eh ben, c'est un art qui va se métisser, et c'est un art aussi qui deviendra peut-être hybride. Peut-être certains garderont la spécialité d'être peintres, d'autres dessinateurs, certains photographes, mais on voit aussi beaucoup, comme c'est le cas de William Kentridge, d'artistes qui finalement travaillent dans plein de domaines, vont exercer leur talent de différentes façons, et c'est moins le médium qui devient important
que l'idée que ça va véhiculer. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que je n'ai pas été assez polémique. Hein. Je vais pouvoir dire d'autres choses. Oui. Qu'est-ce qui va déterminer vraiment qu'une démarche va être une œuvre d'art? Eh ben, en fait, si on savait, on aurait des écoles de commerce. En fait, on aurait des écoles d'art qui seraient plus efficaces que ce qu'elles ne sont. C'est un concours de plein de choses. D'abord, je pense qu'il faut d'abord qu'un artiste s'intéresse à quelque chose et qu'il le creuse et qu'il le travaille. C'est évidemment une des conditions. Mais cette condition seule ne suffit pas. Il faut à un moment donné aussi arriver à exposer ce travail. Et dans le terme exposition, il y a vraiment l'idée de le soumettre au regard. De s'exposer en tant qu'artiste, c'est exposer son travail, mais c'est s'exposer aussi à la parole des autres qui vont dire des choses de son travail. Il faut de la chance. Et puis il faut, à un moment donné, être repéré par un réseau. Moi je le vois, hein, à l'école d'art, il y a toujours un ou deux artistes dont on se dit, eux, ça va marcher. Mais c'est un ou deux par an, hein, c'est pas... Des fois c'est zéro. Voilà. Et si je reprends par exemple le cas de Barthélémy Togo, qui est aujourd'hui un artiste très très reconnu internationalement, moi je me rappelle quand il était étudiant, je me rappelle d'une soirée, on exposait ensemble dans une soirée Amnesty International, et il vient vers moi et me dit, Fabrice, c'est qui la personne la plus importante là, dans la soirée? Je lui dis, c'est elle, là. Il est allé directement la voir. Voilà. Ce que d'autres ne savent pas faire, par plein de bonnes ou mauvaises raisons, mais on s'en fout. Moi, voilà, donc c'est aussi une grande motivation des artistes, mais encore une fois, des fois ça ne suffit pas, et ça peut être rageant. Une époque aussi peut louper un travail. En vrai, pour refaire une lecture un peu historique, je dirais juste une chose, c'est que l'histoire de l'art, les galeristes, les musées ont loupé les impressionnistes. Voilà. Historiquement, ils ont loupé les impressionnistes. Ça s'explique, hein. Ça s'explique notamment par le fait que les impressionnistes, c'est les premiers artistes à changer les règles du jeu. Ils décident de faire des peintures qui ne répondent plus à des commandes. Donc, évidemment, eux-mêmes disent, en fait, ils s'extraient du marché. C'est pratique une commande pour un artiste. C'est prépayé le travail. Il y a une première partie qui est payée pour acheter le matériel, pour faire le boulot, et puis à la livraison, il y a la deuxième partie. Voilà, c'est très confortable, et ça marchait comme ça. À partir du moment où les artistes disent « Non, mais moi, je voudrais être libre de mes sujets, tout ça », bon, ok, très bien. Mais à un moment, le marché n'est pas encore organisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, effectivement, ces artistes n'avaient nulle part où montrer tout à fait leur travail. Heureusement, il y a eu le Salon des Refusés et toute l'histoire qu'on connaît autour de ça. Mais sinon, ils devenaient invisibles pour des peintures que personne ne demandait. Enfin, je veux dire, ça, il faut quand même se le mettre en tête. Aujourd'hui, évidemment, tout le monde voudrait une meule de Monet chez lui. Mais à l'époque, qui allait mettre une meule de Monet dans son salon? Ou alors des gens qui travaillent au champ. Des Jean-François Millet, mais non merci, quoi, on n'a pas envie. Voilà, les gens qui achetaient des peintures, c'était souvent quand même la bourgeoisie ou des gens aisés. Ils avaient leur idée en tête et ils voulaient déjà qu'on ça traite de choses historiques, ça pouvait être de choses plus familiales, personnelles, mais ils avaient presque une idée. D'un coup, les types, ils arrivent avec leur toile, ils disent « Ah, mais regardez, je suis un génie », et en fait, personne ne les regarde. Donc, ça s'explique comme ça, en partie. Et donc, quand évidemment les gens ont petit à petit réalisé qu'ils avaient loupé cette génération, aujourd'hui, peut-être est-on dans une sorte d'excès un peu inverse. On montre beaucoup de choses, tous azimuts, avec, vous l'avez vu, des façons d'opérer qui sont même en dehors de tout ce qu'on peut imaginer parfois, en se disant, mais au moins on ne loupera pas. C'est-à-dire que peut-être ça va mourir d'ici un siècle, mais les quelques importants, on les aura eus quand même. Voilà. Moi, je pense que c'est quand même un petit peu ça qui se passe.
tout en disant aussi que, encore une fois, c'est une conjoncture de plein de choses qui fait qu'un artiste va émerger à un niveau déjà très repéré. Voilà. Et puis, il y a, pour faire le contrebalancement, je le vois aussi beaucoup là depuis quelques années avec les étudiants, parce que souvent je leur dis, vous savez, vous allez là, vous allez faire des trucs, c'est chouette, vous avez un atelier, c'est chauffé, vous allez, voilà, vous faites ce que vous voulez globalement, même si on leur donne des contraintes, globalement ils font un peu ce qu'ils veulent. Je leur dis, mais en fait, vous faites un truc que personne ne demande, que personne n'attend. Donc préparez ce truc-là. Préparez ça, peut-être aller déjà voir des personnes, les rencontrer. Mais il y en a plein qui, aujourd'hui, rétorquent qu'ils ne veulent pas être dans le marché de l'art. Ils veulent pas, en fait, ils ne veulent pas participer à ce monde. Ils veulent créer des sortes de microcosmes artistiques. Et pourquoi pas, comme on le voit avec l'écologie, comme on voit des gens qui se mettent à vivre différemment pour sortir un tout petit peu de ce qu'on nous propose. Et moi, je trouve que c'est vivifiant aussi. Je ne sais pas ce qui sera mieux, moins bien, ce qui sera visible, pas visible, tout ça. Mais il y en a qui, par choix, décident de ne pas rentrer dans le système marchand de l'art. Voilà. Après, ils trouveront d'autres solutions pour vivre. Ils seront obligés. Pas d'autres questions. J'ai été clair à ce point-là. Oui. Non, il y a l'idée dans votre exposé que donc, les artistes cherchent à aborder d'autres sujets. Et aujourd'hui est abordé différemment que les artistes d'il y a 200 ans ou 300 ans. Mais du côté du public aussi, il y a peut-être une attente un peu différente. C'est vrai que de ce côté-là, vous n'en avez pas parlé. C'est vrai. Il y a 3 semaines, je parlais à un dessinateur qui est dans la BD depuis 50 ans. Et qui disait, mais en fait je me rends compte d'année en année que mon lectorat vieillit et en fait je plais plus à la jeunesse. Et est-ce que peut-être vous avez je sais pas, une analyse ou enfin, quelque chose à apporter sur... Oui. J'ai plusieurs... en fait la question peut être abordée de différentes façons. Il y a la question un peu de l'accès à l'art, de la démocratisation et des choses comme ça. Je pense que le devoir de toutes les institutions publiques, c'est d'essayer de donner à voir les choses. Voilà. Mais sans obligation de résultat. Alors là, pour un politique, ça c'est horrible à entendre. Parce que s'il n'y a pas un nombre de gens qui viennent au concert ou je sais pas quoi, c'est pas viable pour lui, ça rencontre pas son public. Mais en fait, moi je suis toujours frappé dans les discussions, quand je suis invité, tout ça, il y a des gens là, ils sont tous très bien placés, ils ont plein de connaissances artistiques. Je leur dis, mais au fait, vous êtes allé voir déjà un match de foot? Et la plupart de ces personnes me disent non. Et je me dis, mais en fait, pourquoi il faudrait obliger des gens à aller au musée si vous n'allez pas voir un match de foot? En fait, on pourrait poser la question de plein de façons différentes. Donc, la question de l'accès, de la démocratisation est pour moi presque un faux débat. Je le redis, les institutions publiques doivent tout faire pour favoriser la rencontre avec l'art, mais si ça ne se passe pas, c'est pas grave. Moi je pense, j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours fait une conférence en me disant, mais c'est pas grave si je touche une personne, je me suis déplacé, c'est bien, j'ai fait mon travail. S'il y en a deux, alors là, je suis trop rare. Mais voilà, je me suis jamais dit qu'on pouvait convaincre tout le monde. En plus, c'est même pas une mission de convaincre. L'idée, c'est plutôt de dire, regardez ce qui se fait. Il y a plein de gens qui font plein de trucs. Moi, je trouve ça très excitant. Voilà, je vous montre des choses. Mais après, est-ce que... Oui, une activité artistique appartient à une génération. Oui, c'est vrai dans la musique, c'est vrai partout en fait. C'est vrai dans tous les types d'art. Et puis, à un moment donné, ça atteint quelque chose de plus universel, une forme d'intemporalité. C'est les Molières, c'est les Shakespeare, c'est les grands peintres italiens, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au moment de Michel-Ange, Raphaël et 2-3 autres, Léonard de Vinci,
Et puis quand j'ai dit ces trois-là, maintenant si vous devez m'en donner 4 autres, ça va commencer à devenir plus compliqué. Mais en fait, à cette époque-là, il y avait des centaines de peintres. Enfin, des centaines, oui, il y en avait des centaines. Il y avait des centaines de peintres. Ils peignaient les églises du village, ils faisaient plein de choses. Enfin, pour autant, ils ne sont pas devenus les artistes remarquables qu'on connaît nous aujourd'hui. Est-ce que c'est grave? Non. Non, c'est pas grave. Voilà. Et donc, moi, ce que je remarque aussi, c'est que par exemple, aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de faire contempler quelque chose à des étudiants. Au début, moi, ça fait 25 ans que je travaille à l'école d'art. Quand j'amenais des étudiants dans les musées, bon, bah, ils se prêtaient au jeu, au moins le temps du cours, ils s'asseyaient, tout ça. Bah, ils sont sur leur téléphone, ils sont ailleurs, ils sont pas là, ils ont du mal à regarder un truc 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Moi, j'avais fait une expérience, parce que j'avais lu dans un bouquin, voilà, je donne à la fois des cours d'histoire de l'art et à la fois des cours de dessin. J'ai la chance de donner les deux, pratiques et théoriques. Je lis qu'en Chine, pour peindre des poissons, ce qu'on fait, c'est qu'on amène tous les étudiants, on les met au bord de la rivière et ils observent les poissons pendant une journée, et le lendemain, en fait, ils vont peindre le ressenti, le souvenir, les images imprégnées des poissons observés. J'ai tenté. Bon, à 10 heures, ils étaient tous au café, quoi. Voilà, donc on s'est mis à faire du croquis comme ça, face à face, sur la terrasse du café. Donc en fait, il y a aussi cette idée de se dire, mais en fait, ce qui marche, quelque part, ne marche pas ailleurs, c'est d'abord des histoires de culture. Et il me semble en plus qu'aujourd'hui, ça devient difficile d'avoir une concentration. Mais voilà, c'est une réflexion de vieux. Bah oui, bah je pense, en fait. Voilà. Et c'est toujours le même problème aussi de savoir, moi je le vois dans les réunions pédagogiques, on est entre enseignants, tout ça, c'est quel est le prérequis par exemple, qu'est-ce qu'on aimerait. Mais en fait, ce sont nos intentions, c'est pas celle des étudiants. Alors, on a le droit hein, d'avoir des intentions d'ailleurs, je réclame le droit d'avoir des intentions, c'est pas le problème. Mais je peux en revanche comprendre qu'à un moment donné, il y a des étudiants qui me disent « Non mais là, tu nous parles d'un truc, moi, mais j'en ai strictement rien à faire. » Voilà, c'est compliqué. Donc c'est très difficile parce que nous, on a des attentes, mais d'une culture voilà, qui n'est pas forcément la leur. Enfin, et en même temps, je ne pense pas que ce soit incompatible, hein, que ça ne se rencontre pas. Je pense que, encore une fois, notre travail, c'est de faire en sorte que ça se rencontre, qu'il y ait des choses qu'on puisse lire, des choses ensemble, et les partager. Parfois, ça devient difficile. Voilà. Donc, oui, faire des efforts toujours pour essayer de faire rencontrer l'art. Moi, c'est comme ça que j'y suis venu. C'est qu'à un moment donné, voilà. Je pense qu'il faut aussi comprendre que l'art, enfin, c'est à nous d'aller chercher l'art. L'art ne nous tombe pas dessus comme ça. C'est pas un truc, un moment, boum, oh, génial. Ça y est, je suis disponible. Non, c'est se rendre disponible, aller dans un musée, accorder du temps à une œuvre d'art, se rendre compte que peut-être c'est pas le jour. Ça m'est arrivé, j'ai fait des fois des milliers de kilomètres pour aller voir un musée et un artiste que j'admire, tout ça. Et ce jour-là, bon, je suis obligé de revenir 2 jours après, 3 jours après. Voilà, ce jour-là, ça marche pas. Je ne le rencontre pas. Et puis se dire aussi qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, on a le droit. Enfin, ça aussi, c'est des trucs, c'est très tabou de dire, oh là là, moi j'aime pas machin chaud, j'aime pas Magritte, j'aime pas Dali. Quand vous dites que vous n'aimez pas Dali, il faut être solide, hein, faut avoir des arguments quand même. Voilà, mais j'aime pas Dali. Moi, j'aime pas Dali. Je peux l'expliquer. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est un parcours, et qui est un parcours qui est, ben, je sais pas, moi je trouve que c'est à la fois passionnant. Moi, je sais que ça a agrandi le monde. À un moment donné, je venais d'un milieu qui n'avait rien à voir avec tout ça. Je travaillais, j'ai pas le bac, tout. Et à l'époque, comme je suis vieux, on pouvait rentrer encore aux Beaux-Arts sans le bac. Et ça m'a sauvé. Et tout d'un coup, même si tout le premier mois, chaque jour, je souhaitais partir. Je comprenais rien à ce qu'on me disait quand même. C'était, voilà. Mais il y a cette idée à un moment que, hop, le truc s'ouvre. Et tout d'un coup, un mec qui fait une trace dans l'herbe, je trouve ça exceptionnel. Voilà, donc il y a eu un changement.
C'est d'opérer une transformation. Voilà. Même si je sais que la plupart des gens trouvent ça complètement bête, quoi, en fait. Mais, voilà, dans ces inutilités de gestes, me semble-t-il, déjà il y a de la poésie souvent, et puis en plus de la poésie, parfois il y a un vrai geste artistique d'une belle grandeur, quoi. Voilà. C'est pas seulement savoir dessiner. C'est bien de savoir dessiner ou pas, ou tout ça. Mais c'est plus seulement ça. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société où les gens sont moins imaginatifs par rapport à notre époque, quelqu'un qui veut rentrer par exemple et toucher des gens, etc., doit subir. Et quoi, j'ai pas entendu, pardon. Quelqu'un qui a envie de toucher un public, Ouais. pour rentrer dans un marché de l'art, il doit vivre ce qu'il fait dans une sorte de divertissement. Par exemple, quelqu'un qui fait un film en voulant toucher un public, doit un peu le rendre attractif, qu'il y ait un mouvement, comme par exemple les NFT que vous avez parlé. Ouais. Et là aussi, je vais faire des réponses un peu par tous les bouts. Premièrement, en fait, si on commence à comprendre le marché, c'est qu'on répond au marché, mais en fait, on n'est plus tout à fait dans le geste artistique, on est dans le geste productif. Et des fois, il est important. Hein. Enfin, on peut se dire aussi qu'on a le droit de vivre avec ça. Mais si c'était aussi simple, non, moi je crois que c'est l'inverse qui se passe. Si on prend l'histoire du rock, le rock à un moment donné c'est pour la jeunesse et ça va contre les générations d'après, c'est une façon d'affirmer, d'ailleurs c'est la naissance de la jeunesse, de l'idée même d'une jeunesse, puis après c'est rattrapé par les grandes industries du disque. Mais son essence c'était ailleurs. Après ça devient un produit, voilà, et on peut dans la musique multiplier ces choses-là. On peut le faire en art aussi. Moi, par exemple, Marcel Duchamp. Tous les gens disent, mais c'est facile pour lui de mettre un urinoir. Il était connu déjà avant. Alors d'abord, il n'était pas si connu que ça. Il était connu. Il n'était pas si connu que ça. Mais c'est comme si on disait, mais tout d'un coup, je sais pas, il y a un type qui fait du rock et qui veut se mettre à faire du bal musette. En fait, il va perdre son public. C'est pas si simple de changer. Quand Marcel Duchamp passe de la peinture à son ready-made, alors c'est un geste un peu, il y a une farce, tout ça, on pourrait l'expliquer aussi par d'autres biais, mais n'empêche que c'est pas simple de dire à un moment donné, moi je fais de la peinture, puis j'en fais par exemple, le nu descendant un escalier, c'est une très belle peinture de Marcel Duchamp, mais quand il pose son urinoir, à un moment donné, il y a tout le monde qui est contre lui. Et il tient. C'est quand même formidable. Voilà, moi je trouve ça incroyable. Parce que souvent on dit, ouais, mais ça c'est les artistes. Mais faites quelque chose dans votre famille, là, ça va être Noël. Faites un truc insolite. Et puis, maintenez-le devant votre famille. Juste ça. Vous verrez comme c'est compliqué, à un moment donné, de se dire, non mais moi je fais ça, et puis ça, je vous dis ça, j'ai mis tout mon cœur là-dedans. Ah ouais, non, bon. On va s'exposer à tous les colibés qu'on connaît par cœur, mais c'est pas... Voilà. Mais je pense que c'est pas si simple. Voilà. Et donc, ce que vous exposez, c'est l'idée qu'à un moment donné, travestir un peu le truc pour ensuite se révéler différemment. Et je crois qu'en fait, les gens, ils sont révélés avec une chose, et que c'est au contraire les autres qui ont récupéré ça. Et c'est là où c'est plus... C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Moi, je pense que c'est des choses qui sont à la fois souhaitables et compliquées. Donc, je ne sais pas trop quoi répondre. Tenter, mais en fait, ça voudrait dire qu'on sait ce que veut le marché aussi. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure indirectement, à un moment donné, si je savais ce qu'attendait le public, je le ferais déjà, comme ça, au moins, je m'assure une bonne retraite, je vends des œuvres très très chères, mais ça ne se passe pas comme ça. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Je dirais même que d'un point de vue personnel, quand j'ai pensé que les choses allaient marcher, c'est là où elles ont le moins marché. Globalement.
Voilà, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même un peu. Et je pense qu'on peut pas. C'est difficile de répondre à une attente qu'on ne connaît pas. Voilà. Moi, je me souviens, quand j'ai pris pour la première fois un atelier, et que le matin, je croise quelqu'un, une copine, qui me dit attends, on va boire un café, machin. Là, tu vas où? Je dis je vais travailler. Ah bon, t'as trouvé un travail? Ah non, en fait, je vais au travail, mais je n'ai pas trouvé un travail. Ah bon, mais alors, tu gagnes de l'argent avec? Bah non, là je m'y remets. En fait, là, je vais prendre un atelier, je vais travailler à l'atelier, et puis je vais essayer de faire en sorte de produire un travail qui, à un moment donné, me permettra d'être visible, etc. etc. Et elle ne comprend pas. Elle me dit, mais pourquoi tu te lèves à cette heure-là pour aller faire un truc que personne ne te demande? En fait, c'est ça la réalité. C'est un peu un artiste qui fait un truc, voilà, il fait dans son coin, quoi. Alors après, c'est de moins en moins vrai, hein, évidemment. Mais au début, il fait dans son coin. Et les gens ne comprennent pas pourquoi il passe tout son temps à faire un truc que personne ne regarde. Ça, et puis c'est dur, hein. C'est dur après de présenter son truc, les gens ne regardent même pas, il faut avoir un cœur un peu accroché, mais voilà. Ça fait partie de ces choses où je pense, encore une fois, les écoles d'art, heureusement, aujourd'hui, ont aussi ce rôle de détection, j'en parlais tout à l'heure. Nous, on est toujours un ou deux étudiants qu'on met sur les rails, ou très vite, ils vont rencontrer au moins un galeriste, voilà, faire une ou deux premières expositions. Tout ça, c'est important quand même en vrai, parce que c'est quand même aussi une façon de dire, d'abord de continuer à travailler, de croire en quelque chose, et puis à un moment donné, peut-être d'avoir aussi l'espoir juste de pouvoir vivre. Hein. Voilà. Moi, quand j'ai pris l'atelier, c'est spécifiquement parce que j'avais un enfant à l'époque, et j'ai dit, je vais faire ce que je sais mieux faire, a priori. Je vais essayer de me remettre à faire de l'art. Parce que j'avais pris des petits boulots pour faire nourrir le petit garçon. Voilà. Donc c'est, je sais pas, si on veut faire ça pour faire une carrière ou devenir riche, il y en a très peu qui le deviennent, et tant mieux pour eux. Et puis après, on peut vivre honorablement son travail. Moi, j'estime aujourd'hui que je vis très bien mon travail. Voilà, ça c'est une chance. Et ça fait pas longtemps. Alors, moi, à 19 ans, j'étais imprimeur. Je gagnais à l'époque 13 000 francs par mois. C'est-à-dire environ 2 000 € par mois. 19 ans. Et j'arrête tout pour partir aux Beaux-Arts. Il a fallu que j'attende 40 ans pour gagner ça par mois. Donc c'est 20 ans où j'ai eu plein d'aventures, j'ai fait plein d'autres choses, je suis parti à l'étranger, j'ai imprimé en langue, j'ai fait plein d'autres choses. Vraiment, c'était super. Mais si c'est pour gagner sa vie, faites autre chose. Hein. Voilà. Par contre, c'est passionnant. Et de toute façon, les écoles d'art sont dans cette difficulté quand les parents viennent et qui sont tous très inquiets avec leurs enfants. Mon enfant veut faire les beaux-arts. Mon Dieu, mais quelle est l'ouverture? Ah, il n'y en a pas. Voilà, c'est sûr que c'est déstabilisant. Hein. C'est déstabilisant. Il y a pas, on peut pas, ça ne promet pas un métier comme ça de façon évidente. Mais c'est une formidable aventure. C'est un beau mot de fin, ça. Formidable aventure. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question, je veux bien répondre. Ne m'interdis pas. Eh bien, bonne soirée à vous. Merci encore.